Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de climat, puisque nous voyons particulièrement des inondations qui se passent dans les Hauts-de-France et qui sont assez considérables dans la région de Saint-Omer. Et nous allons donc parler aussi du géo-engineering solaire avec les enjeux géostratégiques qui en découlent. Alors, comme vous le savez, euh, la production d'énergie est quand même très importante, et surtout l'énergie électrique qui, avec les réformes du gouvernement qui souhaite absolument généraliser les voitures électriques, mais avec une production électrique qui est pas suffisante. Si on veut que tout le monde roule à l'électrique, il va falloir quand même produire plus d'électricité. Donc soit on ajoute des centrales nucléaires, soit en réalité on essaye d'ajouter en plus des énergies renouvelables. Et donc j'ai pensé qu'il était important de parler de la géostratégie concernant la géo-engineering solaire, puisque ça peut être très intéressant en mariant plusieurs technologies. J'ai parlé dans une précédente vidéo, par exemple, de l'utilisation des rayons laser pour transmettre de l'énergie. Ça peut être éventuellement la solution pour éviter les énormes câbles sous-marins vis-à-vis des centrales solaires qui peuvent être positionnées à travers le monde. Alors, dans le sixième rapport d'évaluation du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, ce sixième rapport alerte sur la forte probabilité de dépassement du seuil d'augmentation de la température de 1,5 degré depuis la période pré-industrielle d'ici la fin du siècle. La trajectoire d'émissions des gaz à effet de serre, GES actuelle, qui devrait nous amener à un dépassement de ce seuil avant 2030, se traduit déjà par une insécurité climatique extrêmement forte. En témoigne la multiplication des aléas météo-climatiques qui ont frappé tout autour du globe au cours de l'année 2023, poussant le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à déclarer l'effondrement climatique a commencé. Relisez Libération le 6 septembre 2023. Cet échec de la communauté internationale à mettre en place des politiques efficaces et tangibles d'atténuation a suscité un regain d'intérêt pour le développement de solutions, soit des réponses technologiques au changement climatique, à l'instar de la géo-ingénierie climatique, un ensemble de techniques devant permettre l'intervention à grande échelle sur le système climatique dans le but d'atténuer les changements climatiques et ou d'en réduire les effets. La géo-engineering s'articule autour de deux grandes familles, regroupant elles-mêmes des techniques et pratiques diversifiées. D'une part, l'extraction du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère, Carbon Dioxide Removal ou CDR, et d'autre part, la modification du bilan radiatif, souvent assimilé à une modification du rayonnement solaire, Solar Radiation Management ou RSM, cherchant à compenser, bien entendu, l'augmentation de la température moyenne globale par une diminution du rayonnement absorbé par la Terre. Si la capture carbone a connu des développements rapides depuis le début des années 2000, les techniques de géo-engineering solaire, moins avancées technologiquement, n'ont connu leur premier projet d'application sur le terrain qu'au fil des dernières années. Contrairement à des techniques peu invasives telles que l'utilisation de peinture blanche pour augmenter l'albédo sur les surfaces urbaines, certains projets de géo-engineering solaire entendent déployer des dispositifs techniques et ou chimiques dans les nuages, dans l'atmosphère ou même dans l'espace. C'est le cas par exemple d'injection d'aérosols dans la stratosphère, stratosphérique aérosol injection, SAI, l'éclaircissement des nuages marins par le Marine Cloud Bintering, le MCB, l'amincissement des Sirius avec le Sirius Cloud Chilling, le CCT, ou encore l'installation de miroirs dans l'espace, le Space Shuttle. Ces techniques et leur développement récent mettent en lumière la perspective d'un déploiement à grande échelle de la géo-engineering solaire au cours des dernières décennies.
Aussi apparaît-il nécessaire d'explorer les enjeux sécuritaires et stratégiques soulevés par ces techniques, la présentation des techniques étudiées et des risques naturels et humains associés, l'analyse des enjeux géostratégiques qu'elles soulèvent, 4 hypothèses, 3 scénarios de prospective narrant le développement de techniques géo-ingénierie solaire à l'horizon 2050 associées à des recommandations à destination des différents ministères, bien entendu français. Alors parlons d'abord de la géo-ingénierie solaire, les risques naturels et les risques humains, puisque vous avez bien compris que c'est une intervention sur le climat. Alors quelle technique, quel projet? La géo-ingénierie solaire locale pour modification des nuages. Donc il y a 2 techniques de géo-ingénierie solaire locale pour modification des nuages qui ont été développées. C'est l'éclaircissement des nuages marins et l'amincissement des cirrus. Ces techniques peuvent être déployées localement dans le cadre d'une stratégie de refroidissement d'un espace précis, mais elles pourraient également être multipliées et adossées à d'autres techniques dans la perspective d'un refroidissement planétaire global. L'éclaircissement des nuages marins a pour but d'augmenter la réflectibilité et parfois la durée de vie de certains nuages. Il s'agit d'injecter des embruns dans les nuages marins de basse altitude, omniprésents dans les océans de zones subtropicales et moyenne altitude, qui jouent un rôle fondamental dans le réfléchissement des rayons solaires vers l'espace. En Australie, des chercheurs de l'Institut des sciences marines de Sydney, ainsi que l'École des géosciences de Sydney, proposent à travers le projet Marine Cloud Briefing for the Great Barrier Reef l'éclaircissement des nuages marins au-dessus de la grande barrière de corail comme stratégie de protection du récif. La recherche et la modélisation du projet ont débuté en 2013, tandis que les essais en haute mer ont été effectués entre 2020 et 2022. Daniel Harrison, responsable du projet, envisage d'autres essais sur le terrain dans les années à venir. Et en Écosse, Stéphane Salter, professeur de l'Université d'Édimbourg, mène un projet similaire depuis 2006. Le procédé mis en œuvre dans le cadre de ces 2 projets consiste à extraire depuis un navire de l'eau salée pour ensuite le vaporiser dans l'air par le biais d'une turbine. Vous avez une petite photo dans cette vidéo. Les coûts réels associés à l'éclaircissement des nuages marins et plus généralement à l'ensemble des techniques de géo-ingénierie solaire sont encore incertains lorsqu'ils ne sont pas soumis au secret commercial. Le rapport publié par la Royal Society en 2009 propose cependant une petite estimation. 1,2 milliard de dollars américains pour la mobilisation de 300 à 400 bateaux par an, plus le coût d'exploitation. Tandis que l'éclaircissement des nuages marins consiste à augmenter la part de rayonnement solaire qu'ils réfléchissent, l'amincissement des cirrus consiste à diminuer la quantité de rayonnement terrestre absorbé par ces derniers. Localisés dans la haute troposphère, ces nuages épais et composés de cristaux de glace piègent une partie du rayonnement terrestre à l'intérieur de l'atmosphère. En ce sens, leur effet réchauffant est analogue à celui des gaz à effet de serre. Lorsque les cristaux de glace qui composent ces nuages sont petits et nombreux, les cirrus sont épais et laissent passer peu de rayonnement, maintenant la chaleur sur Terre. A l'inverse, un cirrus plus fin, laissant passer plus de rayonnement vers l'espace, est composé de cristaux plus volumineux et moins nombreux. Le processus d'amincissement des nuages cirrus vise ainsi à stimuler la création de cristaux plus volumineux en injectant des noyaux de glace tels que l'iodure de bismuth et des particules d'acide sulfurique ou nitrique dans les zones où ces nuages se forment naturellement. Ces injections produiraient donc des cirrus avec des particules de glace plus conséquentes ainsi qu'une durée de vie plus courte permettant une augmentation du rayonnement terrestre libéré dans l'espace. Mais bon, est-ce que on ne joue pas à l'apprenti sorcier? Injecter de l'acide sulfurique ou de l'acide nitrique dans un nuage, c'est quand même catastrophique. Alors vous avez une petite vidéo, dans la vidéo vous avez une petite photo
qui explique le comportement des nuages cirrus avant et après intervention. La connaissance des cirrus demeure cependant spéculative et incertaine, et les projets d'investissement des cirrus sont encore en phase de modélisation à travers le monde, encore heureux. On y retrouve notamment des projets américains tels que Ice Cloud Sales Distribution, introduit par l'Institut de recherche du désert en coopération avec l'Institut coopératif pour les études météorologiques satellites de l'Université de Wisconsin, ou encore le projet Cirrus Cloud Thinking Calculation de l'Institut fédéral suisse de technologie de Zurich. À ne pas confondre géo-ingénierie solaire et modification de la météo. L'éclaircissement des nuages marins et l'amincissement des cirrus sont deux techniques de géo-ingénierie solaire par ensemencement des nuages, c'est-à-dire par injection de particules dans les nuages. Cependant, ces techniques ne doivent pas être confondues avec l'ensemencement des nuages pour la modification de la météo, qui vise à influencer les précipitations en stimulant la formation de gouttelettes d'eau ou de cristaux de gaz dans les nuages. Cette méthode repose sur l'introduction de substances telles que les particules de sel, utilisées dans le cas de l'éclaircissement des nuages marins, ou d'iodure d'argent dans les nuages, favorisant la condensation ou la congélation de l'humidité atmosphérique. L'objectif principal de l'ensemencement des nuages est de provoquer des précipitations dans les contextes de sécheresse ou d'atténuer des chutes de grêle. Si cette technique a, par le passé, été utilisée à des fins militaires, par exemple dans le cadre de l'opération Popeye menée par l'armée américaine durant la guerre du Vietnam, elle est aujourd'hui utilisée à des fins économiques et notamment agricoles. Ensuite, vous avez la géo-engineering solaire planétaire avec l'injection d'aérosols dans la stratosphère. Concrètement aux pratiques de géo-engineering locale par modification des nuages, l'injection d'aérosols dans la stratosphère est une technique dont l'échelle d'intervention est totalement planétaire. Cette méthode consiste en la diffusion par avion ou par un ballon de particules réfléchissantes dans la stratosphère afin de créer des conditions de refroidissement similaires à celles qui suivent les événements volcaniques majeurs. Il s'agit de la technique de modification du bilan radiatif la plus étudiée, mais également la plus controversée, précisément par sa visée planétaire et l'incertitude scientifique qui l'accompagne. Jusqu'à présent, la majorité des modélisations de ce procédé ont simulé des injections à basse latitude pour refroidir la planète de manière relativement uniforme. Cependant, le lieu d'injection peut varier selon l'objectif du déploiement. Une stratégie centrée sur la préservation de l'Arctique, avec par exemple une injection à 60 degrés nord, pourrait refroidir plus efficacement les hautes latitudes et moins efficacement les basses latitudes. Du fait de la circulation atmosphérique, l'ensemble de la planète serait néanmoins affecté par la dispersion d'aérosols dans la stratosphère. Il s'agit par ailleurs d'une méthode complexe, énergivore et potentiellement très coûteuse. En 2009, Alan Robock et ses collègues ont réalisé des estimations du coût associé à l'injection des téragrammes 10 puissance 12 grammes de dioxyde de soufre dans l'atmosphère. Selon les méthodes utilisées, ce coût annuel pourrait aller de 225 millions, correspondant à la mobilisation de 9 avions de l'armée de l'air américaine McDouglas KC-10 Extender, qui feraient chacun 3 vols par jour, à 21 milliards de dollars américains, correspondant à l'envoi de 37 000 ballons stratosphériques par jour. N'importe quoi. Wake Smith et Gernot Wagner considèrent quant à eux un scénario où l'on commencerait à déployer l'injection d'aérosols dans la stratosphère en 2033. Ce avec 8 aéronefs totalisant plus de 4000 vols par an. Selon eux, ces chiffres devraient augmenter rapidement jusqu'en 2047, date à laquelle il faudrait réaliser plus de 60 000 vols par an, ce qui entraînerait des coûts moyens de 2,25 milliards de dollars américains par an. Il considère également qu'aucun aéronef actuel ne dispose aujourd'hui des capacités techniques nécessaires à la dispersion d'aérosols dans la stratosphère, ce qui impliquerait de nouveaux développements technologiques pour l'élaboration d'aéronefs dédiés. De nombreux projets de modélisation et de recherche de SAI
ont été menés depuis une dizaine d'années. Cependant, 3 projets ont davantage attiré l'attention du fait de leur expérimentation ou tentative d'expérimentation à petite échelle. Le premier projet de grande ampleur, c'est le SCOPEX, dirigé par l'université d'Harvard, qui vise à injecter des aérosols dans la stratosphère grâce à un ballon de haute altitude à 20 km de la surface de la Terre. Les sites d'expérimentation initialement basés en Arizona et au Nouveau-Mexique ont été déplacés en 2020 au nord de la Suède, afin d'effectuer un premier test technique, écoutez bien, durant l'été 2021. Un premier envol de ballons sans dispersion d'aérosols. Cependant, en mars 2021, les essais ont été annulés en raison de l'opposition du Conseil SAMI, de la société civile suédoise, ainsi qu'un certain nombre de chercheurs. En septembre 2022, des ballons Stratospheric Aerosol Transport and Nucleation, le SATAN, ont été relâchés par une équipe de chercheurs britanniques menée par Andrew Locke et en partenariat avec European Astrotech. Ces ballons ont relâché une centaine de grammes de soufre dans la stratosphère. Il s'agirait de la première fois qu'une quantité de gaz mesurée a été libérée de manière vérifiable dans le cadre d'un projet de géo-ingénierie solaire. Enfin, la start-up Make Sunsets, fondée par Luke Eastman et Andrew Song aux États-Unis, s'est démarquée par la volonté de commercialiser la géo-ingénierie solaire. En 2022, l'entreprise a mené des expérimentations sur le sol mexicain, relâchant dans la stratosphère des ballons comportant approximativement 10 grammes de dioxyde de soufre chacun. L'objectif de l'entreprise était de vendre par la suite des crédits de refroidissement, un crédit étant équivalent à 1 gramme de leur ballon relâché dans l'espace. Ces expérimentations ayant suscité la désapprobation du gouvernement mexicain, le projet se poursuit maintenant à proximité de Reno, dans le Nevada. Ensuite, il y a la géo-engineering solaire spatiale, par des miroirs spatiaux. Certains projets de géo-engineering solaire envisagent de déployer des dispositifs réfléchissants dans l'espace extra-atmosphérique. Dans ce cadre, la stratégie privilégiée serait de placer des miroirs en orbite dans l'espace qui pourraient réfléchir environ 2% des rayons solaires. Il s'agit néanmoins de la technique la moins avancée et la moins étudiée, principalement pour sa complexité et pour ses coûts. De fait, les miroirs devraient être transportés par une fusée et placés approximativement à 1 500 000 km de la Terre, au point de Lagrange L1, à cet endroit, l'attraction gravitationnelle de la Terre compense l'attraction gravitationnelle du Soleil, de telle sorte que les objets peuvent être fixés en orbite autour de la Terre. Selon le rapport publié sur la géo-engineering solaire par les Nations Unies en 2023, ces miroirs auraient une durée de vie approximative de 20 ans et un coût d'implémentation de plusieurs milliards de dollars américains. Toutefois, cette technique pourrait faire l'objet d'un intérêt commercial croissant puisqu'il s'agirait également d'une potentielle source d'énergie renouvelable ainsi qu'une opportunité pour l'ouverture d'un nouveau marché. Et à ce jour, seul un projet de géo-engineering spatial intitulé Space Bubble du MIT Sensible City Lab en 2023 est porté par une équipe du Massachusetts Institute of Technology, le MIT, mais il demeure à un stade très théorique. Alors quels sont les risques naturels et les risques humains de tout cela? Tout d'abord, les aléas moraux et la compromission des politiques climatiques. La géo-ingénierie solaire, en masquant les effets du changement climatique plutôt qu'en les traitant à leur source, constitue une distraction à l'égard des politiques tangibles et concrètes d'atténuation. Ainsi, un aléa moral pourrait découler de l'effet dissuasif de ces techniques et plus exactement de leur existence dans l'imaginaire commun vis-à-vis des efforts d'atténuation et d'adaptation. Depuis le début des années 2000, ce risque augmente sous l'effet des promesses techno-scientifiques formulées par leurs promoteurs qui diffusent l'espoir spéculatif d'une solution technique au changement climatique. Ces promesses relaient
plus spécifiquement l'idée d'un problème climatique engendré par un dysfonctionnement climatique ou thermique que la géo-ingénierie se propose de réguler et non par le caractère inadéquat des modes de production et de consommation actuels. Elle fragilise, en ce sens, les engagements en matière d'atténuation et sont relayés par certains secteurs industriels, notamment énergétiques, dans leur quête de solutions techniques alternatives aux politiques climatiques. Dans ce contexte, l'aléa moral est d'autant plus important que l'efficacité des techniques n'est pas certaine et que les incertitudes scientifiques concernant les effets des techniques sur les humains et les écosystèmes sont grandes. Ensuite, il y a des incertitudes scientifiques, les risques météo-climatiques, alimentaires, sanitaires. En effet, les techniques de modification du rayonnement solaire induisent nécessairement un certain nombre de risques sur les systèmes naturels, sur les sociétés humaines qui en dépendent. Elles présentent cependant des stades de développement variables et globalement peu avancés, et cela induit un niveau élevé d'incertitude quant à leurs effets et sur les autres composants du système Terre. Les expérimentations du terrain restent rares et les études de risque sont avant tout fondées sur des modélisations numériques, ce qui traduit un manque de connaissances sur les risques induits par la géo-ingénierie solaire. À ce jour, les études menées sur le sujet soulignent les risques suivants. Alors, pour ce qui est de l'éclaircissement des nuages marins, pour cette technique, quels sont les risques sur le système Terre ? Il y a un risque de dérèglement des précipitations et des températures, avec des sécheresses en Amérique du Sud, la multiplication des pluies tropicales. Il y a aussi la persistance des impacts associés à l'augmentation du niveau de dioxyde de carbone, une baisse de la photosynthèse impliquant le taux d'humidité qui est impacté, les précipitations et les concentrations en dioxygène local. Il y a enfin un choc terminal en cas d'arrêt, avec la hausse brutale des températures à laquelle les écosystèmes ne pourront pas s'adapter. Les risques sur la sécurité humaine sont nombreux également. Vous avez la réduction des rendements agricoles, la réduction de la productivité primaire en Amazonie et une faible augmentation en Afrique, le dérèglement des précipitations, une perte de services écosystémiques avec la baisse de la photosynthèse, les risques sanitaires liés au changement de température, la baisse de la qualité de l'air, le choc terminal en cas d'arrêt, c'est la hausse brutale des températures à laquelle les sociétés humaines ne pourront pas s'adapter. Concernant l'amincissement des cirrus, les risques sur la Terre, c'est les dérèglements des précipitations avec l'intensification des précipitations dans le Sahel et de la mousson en Inde. L'amplification du réchauffement climatique si les techniques sont menées dans des zones avec une faible couverture nuageuse ainsi qu'une humidité relativement élevée ou en cas d'injection trop importante de particules. La persistance des impacts associés à l'augmentation du niveau de dioxyde de carbone, la baisse de la photosynthèse impactant le taux d'humidité et les précipitations et les concentrations en dioxygène local. Et enfin, en cas de choc terminal en cas d'arrêt, il y a hausse brutale des températures à laquelle les écosystèmes ne pourront pas s'adapter. Pour ce qui est des risques sur la sécurité humaine, vous allez avoir des risques sanitaires liés au changement de température avec une perte des services écosystémiques, baisse de la photosynthèse et en choc terminal en cas d'arrêt, la hausse brutale des températures à laquelle les sociétés humaines ne pourront pas s'adapter. Pour ce qui est de l'injection d'aérosols stratosphériques, il y aura, et ça c'est très grave, une dégradation de la couche d'ozone, un dérèglement des précipitations, notamment les sécheresses en Afrique subsaharienne, en Méditerranée et en Inde, des pluies torrentielles et des inondations au Brésil et en Europe du Nord, la multiplication des ouragans dans l'Atlantique Nord, la variabilité des effets selon les lieux d'injection et l'interférence avec El Niño, l'oscillation nord-atlantique, l'oscillation quasi-béniale, le vortex polaire ainsi que la circulation Brennware-Dubson et la persistance des impacts associés à l'augmentation du niveau de dioxyde de carbone et le risque d'annulation des bénéfices induits par le SRM
par la dégradation de la couverture nuageuse sous l'effet des gaz à effet de serre. Il y aura aussi la baisse de la photosynthèse impactant le taux d'humidité et les précipitations et les concentrations en dioxygène local, avec pour choc terminal en cas d'arrêt la hausse brutale des températures à laquelle les écosystèmes ne pourront pas s'adapter. Les risques sur la sécurité humaine, c'est la réduction des rendements agricoles, les risques sanitaires liés aux substances diffusées, les risques sanitaires liés au changement de température et un choc terminal en cas d'arrêt, la hausse brutale des températures à laquelle les sociétés humaines ne pourront pas s'adapter. Enfin, pour les miroirs spatiaux, quelles sont les conséquences pour notre Terre? Il y aura des variations régionales, des effets selon les positionnements des miroirs et les régions ombragées ou non. La modification extrême du climat dans les zones terrestres aux températures et à l'écosystème fortement impacté par les radiations solaires, les tropiques, je pense aux pôles également, qui impliquent en cascade les effets suivants, par exemple le dérèglement des précipitations, la réduction de l'amplitude du cycle saisonnier, la baisse de la photosynthèse impactant le taux d'humidité et les précipitations et les concentrations en dioxygène local. Les objets placés au L1 sont relativement stables, mais risquent de sortir de leur axe. Sans intervention, replacement ou remplacement, ces miroirs sortiront de leur axe après un certain temps. Et en choc terminal en cas d'arrêt, hausse brutale des températures à laquelle les écosystèmes ne pourront pas s'adapter. Pour ce qui est de l'humain, il y aura une réduction des rendements agricoles, mais pas d'interférence chimique sur la biosphère terrestre. Il y aura des risques sanitaires liés au changement de température et en choc terminal en cas d'arrêt, hausse brutale des températures à laquelle les sociétés humaines ne pourront pas s'adapter. Alors, y a-t-il un verrouillage socio-technique vers un choc terminal? Un autre risque est prégnant dans le cas du déploiement de la géo-ingénierie, le risque de verrouillage socio-technique, c'est-à-dire d'irréversibilité des techniques développées qui enchevêtrent en effet un certain nombre d'intérêts économiques et politiques. En vertu de ces intérêts, il est possible que des développements techniques soient maintenus et poursuivis, même en présence de preuves de leur inefficacité et même de leur nocivité. Cette irréversibilité, couramment observée dans les développements technologiques occidentaux, est poussée à son extrême dans le cadre de la géo-ingénierie solaire du fait du choc terminal. De fait, si une technique de géo-ingénierie solaire était déployée en l'absence d'une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, et si cette technique parvenait à neutraliser temporairement le réchauffement de la planète, il serait impossible de mettre un terme à son déploiement sans provoquer une hausse brutale des températures, et cette hausse des températures beaucoup plus rapide que celle d'une trajectoire d'échauffement sans géo-ingénierie serait telle que les sociétés humaines et une partie des écosystèmes ne parviendraient pas à s'y adapter. En ce sens, si des dispositifs de géo-engineering solaire devraient être mis en œuvre, leur vulnérabilité à des chocs environnementaux, économiques, géostratégiques induirait des risques considérables pour la survie des sociétés humaines. En témoignent les miroirs spatiaux susceptibles de dériver ou d'être la cible d'affrontements militaires et d'induire une hausse immédiate de la température planétaire. Ce risque est également prégnant pour les opérations de géo-engineering qui nécessitent des interventions chimiques. Pour exemple, la durée de vie des aérosols dans la stratosphère étant d'1 à 3 ans, l'injection d'aérosols stratosphériques devrait être répétée annuellement. Quant aux opérations d'éclaircissement de nuages marins, elles devraient requérir une pulvérisation continue de sels marins dans les nuages, la durée de vie de ces derniers n'étant que d'une dizaine de jours. Deux risques découlent ainsi de l'irréversibilité des déploiements de géo-ingénierie solaire et de la reconduction nécessaire des interventions. D'une part, celui d'une forte dépendance à des développements technologiques consommateurs de ressources financières, énergétiques et minérales. Et d'autre part, celui d'un réchauffement planétaire brutal et dévastateur dans les cas où des phénomènes tels qu'une catastrophe naturelle, une rupture d'approvisionnement ou un affrontement militaire mettraient fin au déploiement de ces technologies. Alors, la géo-engineering solaire, est-ce un objet politique au potentiel conflictuel?
L'échelle et le type de conséquences qu'aurait le déploiement de la géo-ingénierie solaire nécessitent de s'intéresser aux dynamiques de rivalité qui se jouent autour du développement de cette technologie ainsi qu'à ses implications stratégiques et sécuritaires. La capacité pour un acteur étatique de maîtriser la température globale sur un territoire donné constituerait une avancée technologique majeure. Ainsi, une question centrale est celle de l'objectif ou des objectifs visés par le déploiement d'une telle technologie. Tandis que la majorité des scénarios reposent sur l'hypothèse d'un déploiement guidé par des objectifs climatiques globaux, le déploiement de la géo-engineering solaire pourrait également être guidé par des intérêts politiques particuliers. Cette partie vise à décloisonner le débat autour de la géo-engineering solaire comme technologie environnementale afin de l'inscrire également dans les dynamiques des relations internationales et des questions de sécurité. Pour ce faire, nous présentons les acteurs dans cette vidéo qui prennent part au développement de la géo-engineering solaire et détaillons le positionnement des grandes puissances. Nous dressons ensuite un état des lieux de la gouvernance internationale en matière de géo-engineering solaire et discutons des dynamiques de rivalité entre puissances autour de cette technologie. Enfin, nous explicitons les enjeux de sécurité associés à la géo-engineering solaire en présentant tout d'abord les manières dont cette technologie pourrait être utilisée comme outil politique. Nous revenons ensuite sur l'implication des acteurs de la stratégie de la défense dans le développement de la géo-engineering solaire aux États-Unis et discutons du potentiel conflictuel de la technologie. Alors, intéressons-nous à la géo-ingénierie solaire, un secteur qui est en développement, avec une diversité d'acteurs aux rôles complémentaires. Les États-Unis et leurs gouvernements respectifs contribuent au développement de la géo-ingénierie solaire en octroyant des financements pour la recherche. L'Allemagne et le Royaume-Uni, ainsi que l'Union européenne, ont par exemple financé des projets de recherche à hauteur de 31,3 millions de dollars américains de 2008 à 2018. On peut également citer le cas du gouvernement australien qui finance à hauteur de 4,7 millions de dollars australiens, environ 3 millions de dollars américains, le Great Barrier Reef Foundation et son projet de blanchiment des nuages marins. Les États peuvent aussi jouer un rôle à travers leurs actions au sein d'organisations internationales. C'est notamment le cas de la Suisse qui pousse pour la mise à l'agenda de la géo-ingénierie aux Nations Unies. La communauté scientifique est particulièrement active car partie prenante au développement de la géo-ingénierie solaire. Les programmes de recherche en cours sont ainsi hébergés au sein d'universités ou d'agences de recherche publiques. Pour autant, le positionnement des scientifiques à l'égard de la géo-ingénierie solaire se caractérise par une extrême polarisation. Un camp pour, à l'image de David Kate, qui voit en cette technologie une solution au changement climatique, et un camp contre, à l'image de Frank Bielman, qui s'oppose à cette technologie au regard des risques qui y sont associés. Les acteurs privés sont également actifs dans le développement de la géo-ingénierie solaire, notamment en matière de financement et en particulier aux États-Unis. Les chercheurs Sapinski et Surprise ont montré que la majorité des financements en géo-ingénierie solaire proviennent de fondations ou d'individus issus de domaines de la technologie ou de la finance, dont nombreux sont connus pour leur philanthropie environnementale. En outre, des acteurs privés sont actifs en matière d'expérimentation, voire de commercialisation ou de géo-ingénierie solaire, à l'instar de la start-up californienne MaxSunset. Enfin, les instances internationales et les organisations non gouvernementales contribuent au débat sur la géo-ingénierie solaire. Les premières, à l'image des Nations Unies ou de la Commission européenne, se positionnent en faveur d'une gouvernance de la géo-ingénierie solaire. Les secondes défendent pour certaines une position favorable à la géo-ingénierie solaire et pour d'autres, déploient un plaidoyer largement défavorable à son développement. Alors, il y a un intérêt certain des grandes puissances, pourtant teinté d'opacité. Alors, parlons d'abord des États-Unis.
D'après les informations disponibles en sources ouvertes et les entretiens menés dans le cadre de cette vidéo, les États-Unis sont considérés comme le pays le plus avancé en matière de géo-ingénierie solaire. Ils dominent le secteur avec plusieurs projets d'envergure à l'œuvre. Ce pays se distingue avec l'implication du secteur de la défense que nous détaillons dans la section suivante de la vidéo. Le secteur privé est quant à lui extrêmement actif dans le financement de la recherche et a ainsi octroyé approximativement 20 millions de dollars américains sur la période 2008-2018 à des initiatives et projets portant sur la géo-ingénierie solaire. Les États-Unis sont considérés comme leaders en matière d'expérimentation, des apprentis sorciers. Le projet Stratospheric Controlled Perturbation Experiment, le SCOPEX, hébergé à Harvard, devait réaliser un test à petite échelle en Suède en 2021, mais ce dernier a été reporté à la suite de l'opposition du peuple indigène Sami. Dans le cadre du nouveau projet SABRE, Stratospheric Aerosol Process, Budget and Radiative Effect de la National Oceanic and Atmospheric Administration, lancé en 2023, des expérimentations à des fins de recherche ont eu lieu en Alaska et sont prévues pour les tropiques en 2024 et dans l'hémisphère sud en 2025. Depuis 2022, les États-Unis se positionnent publiquement en faveur de la recherche en géo-ingénierie au niveau fédéral. En témoigne en 2022 le Federal Appropriation Act signé par le président Biden qui ordonne à l'Office of Science and Technology Policy de coordonner la recherche sur la géo-ingénierie solaire. Et dans la continuité de ce mandat, un rapport publié en juin 2023 établit des recommandations pour la mise en place d'un cadre de gouvernance pour la recherche en géo-ingénierie solaire financée par des fonds publics. De plus, il propose la création d'un programme de recherche au niveau fédéral dédié à la géo-ingénierie et mentionne la coopération internationale ainsi que la participation du public comme des aspects primordiaux de la gouvernance à établir. Pour ce qui est de la Chine, elle est active en matière de recherche sur la géo-ingénierie solaire, comme le montre l'existence du programme de recherche Chinese Geoengineering Research Project 2015-2019, financé par des fonds publics de 100 000 yuan à 3 millions de dollars américains. Ce dernier visait à étudier les impacts climatiques de la géo-ingénierie solaire et à explorer les enjeux de la gouvernance associée. Par ailleurs, la Chine a conduit en août 2020 une expérimentation de géo-ingénierie de solaire locale sur le glacier Dagu dans le Sichuan, en recouvrant ce dernier par un textile de 500 m² et de 5 à 8 mm d'épaisseur, avec pour objectif de réduire la fonte du glacier pendant l'été. Pour l'heure, les déclarations publiques de la Chine indiquent que le pays ne serait pas intéressé par un déploiement à grande échelle de la géo-ingénierie solaire. Pour autant, tous les chercheurs interrogés dans le cadre de cette vidéo s'accordent à dire que d'une part, peu d'informations officielles sont disponibles, et d'autre part, il est très peu probable que ce pays ne s'y intéresse pas. En outre, l'attitude de la Chine sur la modification de la météo et la manière dont son déploiement à grande échelle a été conduit laisse penser qu'un changement de position brutal serait également possible dans le cadre de la géo-ingénierie solaire. Pour ce qui est de la Russie, d'après les informations disponibles en sources ouvertes, la Russie ne dispose pas de programme de recherche en matière de géo-ingénierie solaire. Pour autant, l'Union soviétique est historiquement le lieu de naissance de l'injection d'aérosols dans la stratosphère, proposée par le chercheur Budiko dès la fin des années 70. Depuis, le chercheur Yuri Israel a repris ses recherches. Ce dernier est considéré comme un enthousiaste de la géo-ingénierie au regard de ses nombreuses publications et prises de position. En août, Israël a mené en 2009
avec son équipe de recherche une expérimentation à petite échelle de géo-ingénierie solaire en Russie, qui consistait à injecter des aérosols à 200 mètres d'altitude. Le positionnement officiel de Moscou semble assez favorable à la géo-ingénierie solaire et la Russie s'intéresserait de près à cette technologie motivée par l'avancée des autres grandes puissances comme les États-Unis et la Chine, et la place qu'occupe le secteur de la sécurité et du renseignement dans ce pays. Le gouvernement aurait par ailleurs demandé à inclure un paragraphe sur la géo-ingénierie comme solution possible au changement climatique lors des préparations du rapport de 2013 du GIEC et déclaré que ces scientifiques sont en train de développer des technologies de géo-ingénierie. Pour autant, les chercheurs interrogés dans le cadre de cette vidéo déplorent tout le manque d'informations de l'état d'avancement de la Russie en matière de recherche en géo-ingénierie solaire. Ensuite, vous avez la géo-ingénierie solaire, c'est aussi un nouvel objet de gouvernance et de compétition, avec une gouvernance internationale de la géo-ingénierie solaire qui peine à émerger. À l'exception d'un moratoire non contraignant, adopté par les pays signataires de la Convention sur la biodiversité biologique en 2010 et comprenant une exception pour la recherche à petite échelle, il n'existe pour l'heure aucun cadre de gouvernance multilatérale dédié à la géo-ingénierie solaire. Par ailleurs, les traités internationaux existants sont incomplets pour gouverner la géo-ingénierie dans la mesure où ceux-ci ne couvrent pas explicitement l'intention, la portée et les effets de la géo-ingénierie. Par exemple, l'amendement de 2013 au protocole de Londres, lorsqu'il entrera en vigueur, ne couvrira que la géo-ingénierie marine. De la même manière, la convention ENMOD, adoptée en 1977, ne prohibe que l'utilisation de techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou à toute autre fin hostile. La nécessité de construire un cadre de gouvernance internationale en matière de géo-ingénierie solaire est avancée par les États comme la Suisse, des ONG, Carnegie Governance Initiative, ou encore des instances interétatiques, l'Union européenne ou les Nations unies. Les technologies en cours de développement soulèvent en effet des enjeux éthiques, moraux, légaux, d'équité et de justice qui émergent de la recherche lors de l'expérimentation au moment du déploiement de ces techniques, mais aussi une fois celles-ci mises en place du fait de leur impact à différentes échelles. La capacité de construire un cadre de gouvernance multilatérale contraignant en matière de géo-ingénierie solaire est largement remise en question, voire considérée comme impossible. Le contexte géopolitique actuel, caractérisé par une polarisation importante entre l'Est et l'Ouest, ainsi qu'entre le Nord et le Sud, ajouté à une incapacité à voir émerger des accords contraignants sur le climat, sont souvent cités comme des facteurs bloquants. Le blocage en 2019 par les États-Unis, l'Arabie saoudite et le Brésil d'une proposition de résolution visant à évaluer les techniques de géo-ingénierie et les modalités de gouvernance durant l'Assemblée générale des Nations unies environnement montre que les barrages se dressent dès que les discussions deviennent concrètes. Les pays bloquants considéraient que les questions entourant la géo-ingénierie devaient être placées sous l'égide du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC. Au regard des risques associés à la géo-ingénierie solaire et du manque de connaissances scientifiques sur le sujet, une coalition de plus de 450 chercheurs a appelé en 2022 à un accord international de non-utilisation de la géo-ingénierie solaire, Solar and Geoengineering Non-Use Agreement, publié le 17 janvier 2022. En outre, les États ou un groupement d'États qui adopteraient une déclaration de non-utilisation de géo-ingénierie solaire constituerait une première étape, avec un effet politique. Une proposition de moratoire sur le déploiement ou sur les expérimentations à grande échelle de la géo-ingénierie solaire a également été avancée en septembre 2023 dans un rapport publié
par la Overshoot Commission. Pour autant, cette dernière considère que cette technologie pourrait compléter d'autres approches pour répondre aux enjeux associés à un potentiel de dépassement de 1,5 degré de réchauffement en comparaison à l'ère pré-industrielle. L'émergence d'un cadre de gouvernance contraignant en matière de géo-ingénierie solaire étant pour l'heure incertaine et d'autres possibilités se présentent, tout d'abord un accord entre l'Union européenne et les pays dits du Sud global au regard de leur intérêt et de l'avancement actuel. Ensuite, un cadre de gouvernance très permissif pour ceux se considérant comme les plus grands joueurs dans le domaine. Enfin, un cadre de gouvernance plus réaliste pourrait voir le jour à travers la dissuasion avec une négociation bilatérale entre les grandes puissances, de la même manière que la course à l'armement durant la guerre froide, un parallèle entre la gouvernance de la géo-ingénierie solaire et du nucléaire est d'ailleurs établi par certains chercheurs. Alors, c'est aussi un secteur marqué par les rivalités entre les puissances. La gouvernance internationale de la géo-ingénierie solaire, étant encore largement à établir, constitue un espace de confrontation entre les différentes visions. D'une part, sur les objectifs que vise cette technologie et de l'autre, sur les manières dont elle devrait être régulée. Ainsi, les différents acteurs et les visions se confrontent pour influencer le cadre de gouvernance en réflexion ou bloquer son émergence. Le rapport publié en 2023, en juin, par la Maison-Blanche, constitue un exercice scientifique, mais surtout politique, en ce qu'il a ouvert la porte aux États-Unis pour façonner et faire progresser unilatéralement le développement de la géo-ingénierie solaire. Les dynamiques de rivalité entre les puissances sont au centre du développement de la géo-ingénierie solaire dans la mesure où les capacités de recherche sont vues par les États comme des sources de puissance et des leviers d'influence. Par ailleurs, le fait qu'il soit impossible de supposer que tous les États soient transparents sur leur activité en matière de géo-ingénierie solaire indique que cette technologie constitue un objet potentiel de rivalité. Si certains États le font, ils ne veulent pas nécessairement le rendre public. La compétition entre les grandes puissances est profondément ancrée dans les dynamismes de développement de la géo-ingénierie, autour de l'idée que si les autres le font, alors nous devons le faire aussi. En outre, le positionnement public du gouvernement fédéral américain sur cette technologie a et continuera d'avoir des conséquences directes sur le positionnement d'autres acteurs économiques, étatiques. Cette position est également partagée par la chercheuse chinoise Chen Wing, pour qui la Chine n'a d'autre choix que de suivre le rythme des puissances occidentales en matière de recherche en géo-ingénierie. Les dynamiques de rivalité entre grandes puissances s'exercent également dans le sens inverse, où les avancées de la Chine en matière de géo-ingénierie solaire motivent les États-Unis à se positionner. La géo-ingénierie solaire, c'est un outil, donc politique, au potentiel conflictuel. C'est une technologie permettant de faire valoir des intérêts, de protéger et de négocier. Premièrement, le déploiement de la géo-ingénierie solaire pourrait permettre d'assurer ou de prolonger les modes de vie fortement dépendants des énergies fossiles et ou servir les intérêts publics ou privés des acteurs dépendants du marché des énergies fossiles. Cet argument selon lequel la géo-ingénierie solaire pourrait être utilisée afin de préserver les intérêts d'une certaine élite politique et économique est notamment avancé par Corey et McLaren. Allant encore plus loin, les chercheurs Surprise et Sapsky développent l'argument selon lequel ce sont les États-Unis qui seraient le plus à même d'avoir recours à la géo-ingénierie solaire dans le but de maintenir leur hégémonie, laquelle est fortement liée aux énergies fossiles, au pétrodollar et à leur puissance militaire également fortement dépendante du pétrole. Deuxièmement, la géo-ingénierie solaire
pourrait permettre d'atténuer les conséquences des changements climatiques sur un territoire donné, mais également sur la capacité opérationnelle des appareils de défense. Dans un contexte où les changements climatiques et leurs conséquences sont qualifiés de menaces à la sécurité nationale par différents pays, notamment par l'administration américaine, la géo-ingénierie solaire pourrait ainsi être approchée comme un outil de protection. Ainsi, la géo-ingénierie solaire pourrait être déployée dans des environnements extrêmes afin de protéger les installations militaires de la fonte des glaces, les bases en Arctique, ou encore pour diminuer les risques liés à l'élévation des niveaux des mers. Troisièmement, la géo-ingénierie solaire pourrait être utilisée comme un outil de négociation afin d'obtenir des concessions de la part d'autres acteurs. La façon la plus probable dont la géo-ingénierie solaire pourrait être utilisée serait d'en faire une menace politique. Certains États particulièrement vulnérables aux impacts des changements climatiques pourraient faire peser la menace d'un déploiement sur les pays riches. Par exemple, si ces derniers ne leur offrent pas de compensation suffisante, ne les aident pas à financer les pertes et dommages liés au changement climatique, ou encore ne leur accordent pas d'accords commerciaux préférentiels. Cette idée est ainsi partagée par le professeur Matt McDonald, pour qui la menace d'un déploiement permettrait à certains pays de se faire écouter. Alors il y a une implication sur le secteur de la défense aux États-Unis. Historiquement, les acteurs de la défense ont été parmi les premiers à s'intéresser à la géo-ingénierie solaire dès les années 1990, voyant en cette technologie une potentielle réponse au changement climatique. Aujourd'hui encore, le développement de la géo-ingénierie solaire se fait avec la participation active du département de la Défense et ou des institutions qui y sont apparentées, notamment les agences de renseignement et de recherche. Le Central Intelligence Agency, la CIA, explore les possibilités de cette technologie depuis au moins 2011, tandis que la Defense Advanced Research Project Agency, c'est-à-dire la DARPA, finance des études sur le sujet et développe aux côtés du Naval War College des modèles visant à détecter le déploiement unilatéral de la géo-ingénierie. Par ailleurs, l'implication des militaires dans le développement de la géo-ingénierie solaire est liée au savoir-faire des équipements dont disposent l'institution de défense. Les militaires disposent en effet des connaissances cruciales en matière d'opérations logistiques à haute altitude ou encore en haute mer. Par exemple, l'expérimentation prévue en 2021 dans le cadre du Stratospheric Controlled Perturbation Experiment, le SCOPEX, devait se faire en partenariat avec Raven Aerostar, un contractant de longue date du département de la Défense. La technologie peut contribuer aussi, malheureusement, au déclenchement d'un conflit ou servir de cible. La géo-ingénierie solaire ne doit pas être considérée comme un déclencheur de conflit, mais plutôt comme un facteur qui complique les relations entre les États et, de ce fait, pouvant contribuer au déclenchement d'un conflit ou servir de cible pendant un conflit. Une première source de tension entre États est liée aux conséquences environnementales du déploiement de la géo-ingénierie solaire et à l'attribution de manifestations sur un territoire à l'intervention d'un tiers. Les cas des tensions entre la Chine et l'Inde peut être avancé avec l'idée que la Chine pourrait être accusée par l'Inde d'être responsable de la perturbation des phénomènes de mousson sur son territoire. Des tensions diplomatiques ont en effet déjà éclaté entre les deux pays à la suite d'opérations de modification de la météo ou de construction de barrages hydrauliques par la Chine, notamment dans le plateau du TIC, une zone déjà militarisée. L'occurrence d'événements climatiques extrêmes pourrait être considérée comme le résultat de l'action délibérée d'un État ou une coalition d'États ayant déployé la géo-ingénierie solaire. Il pourrait en résulter des demandes de compensation financière, des pertes causées, par exemple des récoltes. En outre, le recours à la voie militaire pourrait être motivé par les conséquences environnementales d'un déploiement, par exemple la modification des moussons, sur la sécurité économique ou celle de la population. L'incapacité à prouver l'origine des perturbations ressenties par un territoire permettrait à des acteurs de se positionner comme victimes et donc de justifier des réponses politiques et notamment militaires. En cas de déploiement de la géo-ingénierie solaire,
Il serait en effet difficile de savoir si les manifestations environnementales sont le résultat de variations naturelles du climat ou du changement climatique d'origine anthropique ou d'une intervention climatique. Une seconde source de tension interétatique serait liée au désaccord entre États sur les effets souhaités du déploiement de la géo-ingénierie solaire planétaire et sur les modalités de déploiement. Les intérêts nationaux des États en fonction des gains et des pertes économiques associés à des températures données divergent largement. Des tensions pourraient émerger pour fixer l'objectif de température à atteindre, l'imitation de la hausse de la température moyenne globale de 1,5, de 2, de 2,5 comparativement à la période pré-industrielle, mais également sur la technologie déployée, le lieu de déploiement et la manière de déployer la technologie, les produits chimiques, et ou matériaux utilisés, l'altitude d'injection dans le cadre d'une opération chimique, les vecteurs sollicités pour le déploiement, les ballons, les avions, les pulvérisateurs, les fusées. En outre, des tensions interétatiques pourraient émerger dans le cadre d'utilisation de techniques de géo-ingénierie locale, dans la mesure où les intérêts géopolitiques peuvent diverger autour d'une zone géographique donnée et des conséquences qu'aurait une modification de la température. L'exemple de l'Arctique est régulièrement cité autour des tensions entre les États-Unis et la Russie, avec des intérêts divergents à accélérer ou ralentir la fonte des glaces. Outre la décision d'un recours à la géo-ingénierie, la multitude de choix à faire pour conduire son déploiement ne pourra probablement pas se faire avec un consensus international. Le programme des Nations Unies pour l'environnement considère ainsi que les divergences d'opinion autour de l'usage et des modalités de déploiement de la géo-ingénierie solaire pourraient générer un conflit politique, voire militaire. Un autre enjeu est celui du risque d'escalade, en lien avec les risques de tensions interétatiques entourant les désaccords autour des modalités de déploiement et les conséquences d'un déploiement. Dans le cas où une première opération a été réalisée par un État ou une coalition d'États sans consensus international, d'autres États pourraient déployer des opérations de contre-ingénierie afin de répondre à l'opération initiale. Deux formes de contre-ingénierie ont été théorisées. Une contre-géo-ingénierie de neutralisation qui consisterait à diffuser de nouvelles substances afin d'accélérer le dépôt atmosphérique des premiers produits diffusés, et une contre-géo-ingénierie de compensation, cherchant à inverser les effets de ces produits en injectant des agents de réchauffement, des particules ou des gaz à effet de serre. Vraiment du n'importe quoi. Les infrastructures et dispositifs nécessaires au déploiement de la géo-ingénierie solaire constituent d'autres sources potentielles de tension entre les États, dans la mesure où celle-ci pourrait faire l'objet d'une suspicion de surveillance. La majorité des scénarios de déploiement prévoient en effet d'utiliser des avions capables de voler à haute altitude qui pourraient avoir un usage double à la fois de diffusion des particules chimiques et de surveillance des territoires sur lesquels ces particules seraient diffusées. Comme le souligne le professeur Olaf Corey, dans les conflits contemporains, n'importe quel objet impliquant une surveillance étroite d'espace est à même de devenir conflictuel. Enfin, le déploiement de la géo-ingénierie solaire pourrait également conduire à une militarisation de la technologie. Les infrastructures, avions, bases, outils de surveillance, etc. nécessaires au déploiement pourraient être prises pour cible et faire l'objet d'une attaque physique ou cyber. Ainsi, il serait nécessaire de sécuriser toutes les infrastructures sollicitées sur un temps long et par des moyens, notamment militaires, dans la mesure où celle-ci constituerait une vulnérabilité. La militarisation de la technologie est également liée au déploiement de la géo-ingénierie solaire à des fins hostiles, afin d'affecter négativement les régimes pluviométriques d'un État, l'agriculture et les récoltes associées, ou encore la disponibilité des ressources en eau ou des ressources halieutiques. Un des arguments avancés autour de cet usage hostile repose sur la capacité de certaines techniques de géo-ingénierie solaire locale, l'amincissement des cirrus et le blanchiment des nuages marins, nous en avons parlé, à être déployés très rapidement à moindre coût, permettant de modifier la météo en quelques jours.
Cette idée est pour autant remise en question dans le cadre réglementaire existant autour de la convention ENMOD de 1977 qui empêcherait théoriquement ce type d'utilisation. Pour conclure, le développement et le déploiement de la géo-ingénierie solaire contribueront à faire évoluer le concept de puissance qui peut se définir comme la capacité d'une unité politique d'imposer sa volonté aux autres unités. D'une part, la géo-ingénierie solaire implique une nouvelle échelle d'intervention des États, leur permettant de contrôler les conditions de vie sur Terre en contrôlant la température. D'autre part, la géo-ingénierie solaire constitue un nouvel outil de puissance, s'ajoutant aux leviers militaires, de renseignement, de commerce ou encore diplomatique. En ce sens, les acteurs traditionnels de la sécurité, dont les militaires, devront intégrer à leur réflexion stratégique la possibilité pour un tiers d'avoir recours à une intervention de géo-ingénierie solaire pour faire valoir ses intérêts. Alors, quelles sont les perspectives? Quelles sont les recommandations? Alors, les principales hypothèses de déploiement. Plusieurs hypothèses de déploiement de la géo-ingénierie solaire ont été formulées par la littérature existante sur le sujet et par les chercheurs interrogés. Les hypothèses mêlent notamment plusieurs possibilités de gouvernance qui demeurent incertaines au regard de l'état actuel du cadre réglementaire. Alors parlons de l'hypothèse 1, un déploiement multilatéral de la géo-ingénierie solaire. Le déploiement de la géo-ingénierie solaire pourrait avoir lieu dans un cadre multilatéral où un accord international serait trouvé sur l'objectif de température à atteindre ainsi que les modalités de déploiement. Cette hypothèse, selon laquelle la communauté internationale parviendrait à s'accorder sur la température à atteindre et le mode de déploiement, est utilisée par les chercheurs modélisant le déploiement de la géo-ingénierie solaire et les effets sur le climat, à l'instar du projet GeoMIP. Hypothèse 2, un déploiement unilatéral de la géo-ingénierie solaire. Le déploiement de la géo-ingénierie solaire pourrait se faire par un seul État, de manière unilatérale, en dehors de toute consultation ou d'accord international. Ce scénario est notamment développé par le National Intelligence Council, qui a publié en 2021 un National Intelligence Estimate, dans lequel est identifié comme risque croissant le déploiement de technologies de géo-ingénierie solaire à grande échelle par un pays. En outre, on remarque dans la littérature une référence au concept d'État voyou, le rogue state, lorsque ce scénario est présenté. L'hypothèse 3, c'est un déploiement par coalition d'États, avec un déploiement dans un premier temps par une coalition de 10 États au niveau du développement avancé et aux intérêts géopolitiques alignés. La géo-ingénierie solaire pourrait être déployée par une coalition d'États riches, industrialisés et aux intérêts géopolitiques alignés. La littérature existante sur le sujet développe notamment l'idée que cette coalition d'États, par exemple le Canada, le Japon, la Suisse, entre autres, serait amenée à initier un déploiement car aucun cadre de gouvernement n'aurait émergé et qu'il serait, selon eux, urgent d'intervenir sur le climat. La deuxième, c'est le déploiement par une coalition de 10 États vulnérables au changement climatique. En l'absence de résultats tangibles et rapides en matière d'atténuation et au regard des conséquences actuelles et projetées des changements climatiques, il est envisageable que la géo-ingénierie solaire soit déployée par une coalition d'États particulièrement vulnérables au changement climatique, les États insulaires, les pays du Moyen-Orient, certains pays dits du Sud global. La géo-ingénierie pourrait également apparaître pour les États les plus vulnérables comme un moyen de se faire entendre sur la scène internationale dominée par les États développés. Et cette hypothèse est formulée dans plusieurs travaux. L'hypothèse 4, c'est un déploiement par les acteurs non étatiques. Alors, vous pouvez avoir un déploiement par un acteur privé, par exemple. Au regard de l'implication importante dans le secteur de la géo-ingénierie solaire des acteurs privés issus des domaines de la finance et de la tech aux États-Unis, une autre hypothèse pourrait être celle d'un déploiement par un philanthrope doté d'un capital économique et matériel conséquent. Par le financement d'une ONG ou d'une entreprise dédiée, ce philanthrope pourrait mettre en œuvre
le déploiement d'une technologie de géo-ingénierie à l'échelle planétaire, dans une perspective de sauvetage de l'humanité. Pour autant, les chercheurs interrogés, dans le cadre de cette vidéo, s'accordent à dire qu'un déploiement par un acteur industriel, à l'instar de Bill Gates ou d'Elon Musk, ne pourrait se faire sans l'accord formel ou informel d'un État. Il peut y avoir aussi un déploiement décentralisé porté par des consommateurs. Si le secteur privé est très largement impliqué dans les développements technologiques liés à la géo-ingénierie solaire, celui-ci manifeste également une volonté d'impliquer les consommateurs dans la commercialisation des technologies. C'est le cas de l'entreprise Make Sunset, dont le business model est fondé sur le financement des opérations d'injection d'aérosols dans la stratosphère par des particuliers. Ainsi, l'on pourrait envisager un déploiement porté par les consommateurs qui, sous l'influence de certains acteurs publics ou privés, pourraient acquérir des dispositifs de géo-ingénierie solaire et procéder à des opérations individuelles. Cette hypothèse est notamment formulée par Gernot Wagner, qui imagine en Arabie Saoudite une multitude de géo-ingénieurs se procurant des ballons stratosphériques sur Alibaba pour injecter des aérosols dans l'atmosphère. Alors, il y a des scénarios de perspective, la géo-ingénierie solaire à l'horizon 2050. Alors, le premier scénario, c'est le déploiement unilatéral par les États-Unis. En 2047, la température moyenne globale atteint les 2,5 degrés en comparaison à l'ère pré-industrielle. Les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas assez diminué et la communauté internationale n'a pas réussi à respecter les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Chaque année, tous les pays du monde sont touchés par des catastrophes naturelles d'ampleur, faisant des milliers de victimes et de déplacés. En conséquence, la situation économique de tous les pays est fragilisée. Aux États-Unis, la situation politique est extrêmement tendue. Dépassé par la Chine, le pays a été relégué au rang de seconde puissance mondiale depuis 2039. Au cours des 10 dernières années, les inégalités sociales n'ont cessé d'augmenter, faisant quasiment disparaître la classe moyenne. La paupérisation de la société américaine s'explique également par les nombreuses catastrophes climatiques qui touchent le pays. De plus en plus nombreuses et intenses, les inondations et les tempêtes détruisent des centaines d'infrastructures civiles chaque année, les routes, les ponts, les écoles, les habitations, les hôpitaux, les centrales électriques, etc. Les infrastructures militaires sont également affectées, causant des pertes d'équipements, des hélicoptères, des avions, des voitures, des infrastructures, des pistes de décollage, des bâtiments militaires. En outre, les sécheresses et la raréfaction de la ressource en eau affectent durement le secteur agricole. Les cultures de coton et de maïs sont devenues impossibles, tandis que les rendements de soja et de blé ont diminué de près de 40% depuis 2025. Les victimes de catastrophes naturelles se comptent désormais par milliers chaque année, tandis que le coût des dommages sont d'environ de 230 milliards de dollars par an. Dans ce contexte, la population américaine est de plus en plus critique à l'égard du gouvernement, accusée de ne pas avoir assez anticipé les effets du changement climatique et d'avoir retardé les efforts d'adaptation. Le 3 juin 2047, le gouvernement républicain annonce officiellement le déploiement de l'injection d'aérosols dans la stratosphère, une technique de géo-ingénierie solaire visant à abaisser artificiellement la température globale en réduisant la quantité de rayonnement solaire pénétrant dans l'atmosphère. Ce déploiement suscite beaucoup d'espoir pour les Américains, lesquels se sont vus promettre par leur gouvernement une solution efficace qui affectera rapidement et positivement les conditions climatiques sur son territoire. Le secteur de la défense est alors au cœur du dispositif de déploiement, octroyant des moyens financiers, humains et techniques. Chaque jour, depuis l'annonce du gouvernement, des centaines d'avions décollent des bases militaires pour diffuser des particules chimiques en haute altitude. Ce déploiement se fait de manière unilatérale, mais ne viole pas le droit international. Les États-Unis n'avaient en effet jamais ratifié la convention sur la géo-ingénierie solaire adoptée en 2035 qui prohibait le déploiement unilatéral de la technologie. Consciente que sa décision a été prise en dehors de tout cadre multilatéral,
la diplomatie américaine se lance alors dans un effort de plaidoyer visant à faire accepter à la communauté internationale sa décision. Pour ce faire, les États-Unis se positionnent comme défenseurs des conditions humaines et garants de la sécurité internationale. Cette décision unilatérale continue de polariser les relations entre États alors que les Nations Unies sont déjà au bord de la dissolution. Malgré les propositions de résolution au Conseil de sécurité initiées par la Russie, aucune n'a pu être adoptée du fait du veto américain. La Chine et la Russie, rejoints par quelques partenaires, amorcent une campagne diplomatique dénonçant l'acte égoïste des États-Unis et menacent d'avoir recours à une intervention militaire pour détruire les infrastructures du dispositif de déploiement si ce dernier n'est pas stoppé dans les plus brefs délais. Ils préviennent qu'un survol de leur territoire mènera à une riposte directe et à la destruction de l'appareil. En outre, des discussions s'amorcent au sein de la coalition pour discuter du lancement d'opérations de contre-géoengineering visant à annuler les effets du déploiement américain. Les pays occidentaux, alliés historiques des États-Unis, sont divisés. Certains soutiennent la décision américaine, d'autres se désolidarisent et dénoncent une décision dangereuse, demandant également son arrêt immédiat. En France, les conséquences environnementales du déploiement sont encore incertaines, mais causeront avec certitude une modification des régimes pluviométriques. Les tensions entre les États-Unis et la coalition sino-russe augmentent et la probabilité d'un conflit armé également. Le gouvernement français déploie alors des efforts diplomatiques visant à ramener à la raison son partenaire américain, avançant la nécessité de stopper ce déploiement en l'absence d'accords internationaux. Il tente également d'œuvrer par le biais des ministres des Armées et des Affaires étrangères pour une non-escalade en amorçant des discussions avec la coalition sino-russe. La crédibilité de la France comme acteur central de la diplomatie internationale est mise à rude épreuve. L'isolement américain face au reste du monde amène le gouvernement à se désolidariser de son partenaire historique. Les renseignements français sont accusés d'avoir failli à identifier et prévenir le déploiement américain en amont de sa mise en œuvre. Le président de la République convoque les directeurs des services de renseignement, DRM, DGSE et un conseil de défense exceptionnel est organisé en urgence. Par ailleurs, le dispositif de déploiement américain d'une part et les mouvements des armées chinoises et russes d'autre part forcent les armées françaises à augmenter leur activité de surveillance dans le but de prévenir le déclenchement d'un conflit ouvert entre les grandes puissances. De plus, les avions utilisés par les États-Unis survolent de nombreux territoires, dont la France métropolitaine et les TAF. Ces derniers sont alors soupçonnés d'activités de surveillance et amènent à des efforts de brouillage de la part des forces françaises. Dans ce contexte, la France propose l'établissement d'une force conjointe à l'échelle de l'Union européenne dont le but est de coordonner les efforts de surveillance et de brouillage. Parlons d'un deuxième scénario, la Chine et le projet Arctix. En 2050, la planète atteint un réchauffement de 2,6 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Dans ce contexte, plusieurs points de bascule sont en cours de dépassement, et les 3 points de bascule sont irrémédiablement dépassés. L'effondrement de la calotte glaciaire du Groenland, la disparition totale de la glace hivernale dans la mer de Barents, ainsi que la fonte totale de la glace estivale en Arctique. Le dépassement de ces points de bascule a causé une hausse moyenne du niveau des mers de 2 mètres, engloutissant des milliers d'habitations et laissant des communautés entières sans territoire habitable. Plusieurs îles et archipels, à l'instar des Maldives et des Tuvalu, ont déjà disparu, et d'autres ont perdu jusqu'à 50% de leur territoire habitable, notamment la Polynésie française. La biodiversité subit par ailleurs des extinctions en cascade. Plusieurs milliers d'espèces végétales et animales ont disparu. Et depuis les années 2020, l'appauvrissement des écosystèmes et des services écosystémiques fragilise les sociétés humaines et entretiennent
un contexte d'insécurité climatique extrême frappant l'ensemble des pays du monde. Par ailleurs, les conflits pour les ressources hydriques et alimentaires, ainsi que les conflits sociaux environnementaux, se multiplient. Les mouvements citoyens de résistance pour la protection des écosystèmes se faisant de plus en plus virulents. Chaque année, plusieurs centaines d'affrontements armés éclatent dans des zones naturelles sensibles, à l'instar de la forêt amazonienne ou des glaciers européens, ainsi que dans les capitales des principaux émetteurs de dioxyde de carbone, Pékin, Washington, New Delhi, Berlin, Paris. Dans ce contexte, une coalition d'États en faveur du déploiement d'une opération de géo-ingénierie solaire se forme, impliquant notamment les États-Unis, la Chine et l'Inde. Pour ces États, une opération visant à abaisser artificiellement la température terrestre est le seul moyen de ralentir les effets des changements climatiques et d'apaiser les troubles sociétaux qui s'intensifient. Cependant, ces pays peinent à obtenir un consensus international autour d'une opération planétaire d'injection d'aérosols dans la stratosphère, opération jugée trop risquée par le reste de la communauté internationale. Suite au refus de plusieurs propositions de déploiement adressées aux Nations Unies, la Chine finit par proposer plutôt qu'une opération planétaire, une opération de géo-ingénierie régionale pour la protection de l'Arctique, opération qui nécessiterait que l'aval des pays de la région. Membre observateur du Conseil de l'Arctique, la Chine a précisément renforcé ses liens avec ces derniers et a multiplié les dialogues bilatéraux et multilatéraux pour accroître sa présence dans la région. Le 31 mars 2050, la Chine annonce donc le déploiement de son projet de géo-ingénierie solaire, Arctix, projet ayant pour objectif d'éclaircir des nuages marins au-dessus de l'Arctique, et ce déploiement est soutenu par l'ensemble des pays de la coalition et par la plupart des nations de la région. Le Canada, la Norvège, le Danemark, l'Islande, souhaitant à tout prix protéger les pôles. Toutefois, ce projet fait grincer des dents Moscou. La fonte des calottes glaciaires du Groenland et de la mer de Barents permet à la Russie d'utiliser l'Arctique comme voie de navigation commerciale, bien plus efficace que le canal de Panama ou le canal de Suez. Cette zone possède également de vastes gisements de pétrole, de gaz naturel et de minéraux, ainsi que des eaux riches en poissons qui intéressent au premier chef la Russie. Aussi dénonce-t-elle la mise en place du projet Arctix sans son accord et menace de s'attaquer militairement aux navires déployés par la Chine pour son opération de géo-ingénierie. Malgré des tensions grandissantes entre la coalition et Moscou, Arctix est déployé le 1er mai, un mois après l'annonce du projet par la Chine. La Russie tient sa promesse. 2 des 3 navires de géo-ingénierie en Arctique sont détruits le 15 juillet. Souhaitant apaiser les tensions, les pays de la coalition ne ripostent pas immédiatement, mais Washington et Pékin mobilisent tout de même leur armée afin de faire signe de force. Ne faisant pas partie de la coalition et ne disposant d'aucune capacité de déploiement de la géo-ingénierie, la France reste relativement impuissante face aux échanges diplomatiques et à l'escalade de tensions. Cependant, en vertu de son rôle de membre permanent du Conseil de sécurité de l'OTAN, la France apporte son soutien à la coalition et prépare ses armées. Augmentation des bâtiments disponibles pour une potentielle opération en Arctique. Entraînement en situation au nord du Canada et du Groenland. De plus, la France étant membre observateur du Conseil de l'Arctique et défenseur de la libre circulation dans les eaux internationales, elle prend la décision immédiate d'augmenter sa présence militaire dans la région en déploiement plus de personnel et de moyens. En parallèle, des troubles émergent au Sénégal, où une période prolongée de sécheresse est imputée par les communautés scientifiques et politiques locales au déploiement des premières opérations du projet Arctix. Ces troubles entachent les relations entre le Sénégal et la Chine, devenue principale pourvoyeuse de fonds du pays et ayant, au cours des décennies précédentes, construit plusieurs dizaines d'infrastructures de transport sur le territoire. Ces infrastructures, notamment un port commercial, des routes et des chemins de fer, sont la cible de sabotages ciblés
par les groupes armés en guise de résistance à ce qu'ils appellent l'occupation chinoise. Face à ces groupes qui prennent à partie l'armée sénégalaise, le Sénégal sollicite l'aide de la France qui déploie les forces sur place avec deux objectifs. D'une part, appuyer la lutte contre les groupes armés en apportant un soutien en matière de renseignement et de formation, et d'autre part, délivrer aux populations des ressources alimentaires et hydriques dans le cadre de l'appui ADRE. Il y a un troisième scénario, c'est la géo-ingénierie solaire sur demande, un nouveau bien de consommation. Au cours de la première moitié du XXIe siècle, la forêt amazonienne s'est progressivement savanisée, relarguant des quantités croissantes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère jusqu'à franchir de manière irrémédiable son point de bascule. Le taux de carbone présent dans l'atmosphère augmente rapidement, de même que la température moyenne globale, qui a atteint en 2037 plus 3 degrés par rapport à la période pré-industrielle. Ce réchauffement, bien plus rapide que celui qui avait été modélisé par la communauté scientifique, se fait notamment sentir sous la forme de vagues de chaleur et de sécheresse, causant chaque année plus de 2 millions de morts dans le monde et des pertes agricoles touchant 40% de la production mondiale. Face à la libération en cours de dizaines de milliards de tonnes de dioxyde de carbone par l'Amazonie, l'objectif d'une réduction du taux de carbone dans l'atmosphère apparaît totalement inatteignable. Ainsi, malgré la montée en puissance de l'insécurité climatique dans le monde, les objectifs d'atténuation sont considérés comme obsolètes au sein des arènes de négociations internationales et des discussions tendent à porter presque exclusivement sur des politiques d'adaptation et leur financement. Les développements technologiques dans le domaine de l'extraction du carbone atmosphérique se sont quant à eux soldés par un échec commercial et politique du fait de l'inefficacité des techniques et de nombreux conflits socio-environnementaux qui ont émergé autour de la monopolisation des terres agricoles pour l'installation d'usines de captage. L'échec de l'extraction du carbone, qui était au fondement de l'ensemble des stratégies d'atténuation, signe la fin des stratégies d'atténuation elles-mêmes. Dans ce cadre, un certain nombre d'États, parmi eux les États-Unis, le Royaume-Uni, les pays du Golfe, la Russie et les pays du Maghreb, appuyés par des lobbies pétroliers, se positionnent en faveur d'un déploiement de géo-ingénierie solaire. L'Europe, quant à elle, est divisée, la Suède, la Norvège et l'Espagne se positionnant contre toute opération de géo-ingénierie solaire et pour la mise en œuvre d'un plan d'atténuation d'urgence quand des pays tels que la France, l'Allemagne et l'Italie soulignent la nécessité d'une mesure de refroidissement d'urgence. Des politiques d'atténuation ne pouvant être menées dans le cas d'une telle insécurité climatique. Le sujet de la géo-ingénierie solaire, qui avait déjà fait l'objet de sommets internationaux dédiés au cours des années précédentes, se voit à nouveau consacrer des discussions internationales lors de sommets sur la menace climatique existentielle d'octobre 2037. À cette occasion, les États-Unis proposent le déploiement rapide d'une opération d'injection d'aérosols dans la stratosphère, avec pour but un refroidissement immédiat et uniforme autour du globe. Cette proposition est immédiatement refusée par l'Union africaine qui dénonce la tendance occidentale à préférer l'innovation technologique à la remise en question des modes de production et de consommation, quand bien même cette innovation technologique est à l'origine de la menace existentielle qui pèse sur l'humanité. La Russie, initialement en faveur d'un déploiement, et la Chine emboîtent le pas à l'Union africaine et expriment également leur refus. Ne parvenant pas à obtenir l'assentiment de la communauté internationale pour une opération d'injection d'aérosols dans la stratosphère, les lobbies pétroliers soutenus par les États-Unis et les pays du Golfe mettent en place une stratégie de promotion publicitaire de la géo-ingénierie solaire à destination des consommateurs particuliers, par le biais d'une importante campagne de marketing passant notamment par les réseaux sociaux et la collaboration avec des influenceurs géo-ingénieurs, mais aussi par le biais d'un partenariat avec une entreprise américaine commercialisant des ballons stratosphériques et des torches de diffusion.
Ces lobbies rendent la géo-ingénierie solaire attractive et accessible à tout un chacun. Un nouveau marché commercial s'ouvre ainsi par la promotion d'une nouvelle forme d'engagement climatique chez les particuliers, la diffusion individuelle de petites quantités d'aérosols dans la stratosphère. Et cela fonctionne. Plusieurs milliers de personnes libèrent au quotidien des ballons stratosphériques diffusant des aérosols sous frais. Ce mouvement touche prioritairement et presque exclusivement les consommateurs des pays développés. Un certain nombre d'États du G77, sous le leadership de la Chine, dénoncent avec virulence ce mouvement, qui traduit selon eux l'hypocrisie des pays occidentaux se faisant les champions de la démocratie, mais contournant néanmoins les arènes de discussion internationale pour mettre en place la géo-ingénierie clandestinement. La France, qui avait exprimé un soutien explicite à la proposition des États-Unis lors du sommet d'octobre 2037, voit par ailleurs un grand nombre de ses citoyens participer de ce mouvement de consommateurs. Cela entraîne une dégradation des relations de la France avec un certain nombre de partenaires, notamment la Chine, qui exige des pays européens qu'ils interdisent ces pratiques sur leur territoire et menace de paralyser une partie du réseau électrique européen dont elle a fait l'acquisition. Cependant, la France, ne souhaitant pas se mettre à porte-à-faux avec le secteur et les États pétro-gaziers, ne se prononce pas en défaveur de ce mouvement. Sur le plan diplomatique, cet épisode se traduit par une forte extension des zones d'influence de la Chine, qui se voit confirmée dans son rôle de puissance écologique internationale et contre-puissance face à l'impérialisme occidental. La lutte contre la géo-ingénierie par injection d'aérosols dans la stratosphère apparaît de fait comme la continuité directe de la lutte contre la pollution de l'air amorcée des décennies plus tôt par le pays. A l'inverse, la France souffre d'une perte d'influence auprès des pays en développement, perçue comme une puissance irresponsable sur le plan environnemental, à laquelle on impute une volonté néocolonialiste de poursuivre le dérèglement des conditions atmosphériques pour servir les intérêts économiques occidentaux. Par ailleurs, si cette pression diplomatique devait s'accentuer et si la France devait in fine se positionner contre les opérations de géo-ingénierie solaire individuelle, elle pourrait mettre en péril ses approvisionnements fossiles et par extension les capacités opérationnelles de ses forces armées qui en dépendent encore très largement. Une interruption brutale de ces approvisionnements énergétiques serait d'autant plus paralysante pour les forces armées que celles-ci sont déjà sursollicitées dans le cadre d'une insécurité climatique accrue et qu'elles doivent faire face à une montée en puissance des tensions internationales autour de la prise en charge de cette insécurité. Enfin, l'usage massif de ballons stratosphériques sur les territoires français et les territoires d'intérêt induit de nombreux problèmes opérationnels devant être pris en charge par les forces. Cela induit en effet une augmentation de la densité du trafic aérien avec des conséquences sur une complication des activités de surveillance de l'espace aérien, des risques de collision et enfin des risques d'utilisation par un ennemi du ballon stratosphérique pour dissimuler une menace, des missiles, des drones, des dispositifs munis de systèmes de brouillage. Alors, quelles sont les recommandations? En guise de conclusion aux analyses stratégiques ainsi qu'aux réflexions prospectives menées plus haut, 6 recommandations à destination du ministère des Armées ont été élaborées. Premièrement, intégrer dans nos stratégies de défense une réflexion sur la géo-ingénierie solaire en tant qu'outil politique géostratégique et militaire et sur les conséquences géostratégiques. Deuxièmement, mettre en place une veille scientifique, technologique et géostratégique afin de suivre l'évolution des projets de géo-ingénierie solaire, en particulier les expérimentations à échelle réelle, zones géographiques, acteurs impliqués, et anticiper la capacité de différents acteurs à maintenir une avance technologique leur permettant de déployer unilatéralement la technologie à grande échelle. Troisièmement, estimer les opportunités et les risques
que présente la géo-ingénierie solaire pour la France est développée en lien étroit avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères une réflexion sur le positionnement géostratégique de la France sur cette question dans le cadre des discussions internationales. Quatrièmement, caractériser l'état d'avancement des États-Unis, de la Chine, de la Russie en matière de géo-ingénierie solaire, exercice compliqué par le manque de transparence sur le sujet et justifiant un dialogue dédié avec les acteurs clés. Cinquièmement, promouvoir le partage d'informations sur la géo-ingénierie solaire avec nos partenaires, notamment en évoquant la thématique à l'occasion des stratégiques dialogues bilatéraux et en mettant en place des initiatives de coopération. Sixièmement, renforcer les partenariats avec les instituts de recherche en sciences atmosphériques, à l'instar de Météo France, et intégrer aux recherches sur les conséquences des changements climatiques sur les systèmes naturels des recherches sur les effets possibles de la géo-ingénierie solaire qui ne font pas l'objet d'un travail de modélisation en France. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue pour vous, mais il était important de parler de ce géo-engineering solaire qui pour moi est une véritable gageure puisqu'on va modifier en réalité le climat de notre Terre. Est-ce que vraiment notre pauvre Terre a besoin encore qu'on travaille à l'apprenti sorcier avec ses organes propres? On est en train de détruire complètement notre monde à petit feu. À bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.